Une demeure somptueuse dissimulait un univers parallèle que personne n'avait soupçonné pendant des décennies. Lorsque le FBI a franchi le seuil de cette propriété après un drame insoutenable, même les enquêteurs les plus aguerris ont ressenti un frisson glacial remonter leur échine. Ce qu'ils ont découvert sous les fondations de cette maison hollywoodienne a ébranlé toutes les certitudes. Mais ce n'est rien comparé à la vérité dévastatrice qui allait surgir des ombres de cette famille apparemment parfaite. Avant de commencer, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche, car ce que vous allez entendre va vous hanter longtemps après la fin de cette vidéo. Le 14 décembre 2025 restera gravé comme le jour où Hollywood a perdu deux de ses figures les plus aimées dans des circonstances aussi tragiques qu'impensables. Rob Reiner, géant du cinéma américain âgé de 78 ans, et son épouse Michelle Singer Reiner, 68 ans, photographe de renom et âme discrète derrière les succès de son mari, ont été retrouvés sans vie dans leur résidence de Brentwood, Los Angeles. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une mort naturelle, c'était quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui allait secouer l'industrie du divertissement jusqu'à ses fondations. Lorsque les pompiers du département de Los Angeles sont arrivés suite à un appel d'urgence médicale, ils ne s'attendaient certainement pas à découvrir ce qui les attendait derrière les portes majestueuses de cette propriété. Des blessures fatales. Deux corps. Un silence assourdissant qui contrastait violemment avec la vie vibrante que ce couple avait incarnée pendant plus de 35 ans. Rob Reiner n'était pas simplement un nom sur un générique, c'était une légende vivante, l'homme qui avait offert au monde des chefs-d'œuvre comme Quand Harry rencontre Sally, Des hommes d'honneur ou encore Stand By Me. Chaque film portait sa signature émotionnelle, cette capacité unique à toucher le cœur des spectateurs avec une sincérité désarmante. Et derrière chaque triomphe, chaque tapis rouge, chaque standing ovation se tenait Michelle. Loin des projecteurs, elle était la force tranquille, la complice, celle qui transformait leur maison en sanctuaire où l'amour et la créativité s'entremêlaient naturellement. Leur histoire avait débuté sur le tournage de Quand Harry rencontre Sally en 1989, où les fous rires et les conversations profondes avaient tissé un lien indéfectible. Ils s'étaient mariés la même année, construisant ensemble une famille, un empire, une vie qui semblait à l'abri des tempêtes. Mais ce jour de décembre, tout a basculé dans l'horreur. En quelques heures à peine, les murmures ont commencé à circuler. Pas de cambriolage, pas d'intrusion externe. La vérité était bien plus cruelle. La tragédie venait de l'intérieur, de ceux qu'ils aimaient le plus. Les proches, encore sous le choc, tentaient de comprendre comment un foyer qui avait toujours été synonyme de chaleur et de joie avait pu se transformer en scène de crime. Quand la police de Los Angeles a commencé son enquête, chaque détail découvert ajoutait une nouvelle couche d'incompréhension et de douleur. Ce n'était pas un acte aléatoire, ce n'était pas un étranger. La maison qui avait abrité des décennies de souvenirs heureux était désormais le théâtre d'un drame familial aussi complexe que déchirant. Et pendant que le monde pleurait, une question obsédante hantait tous les esprits. Comment une vie si riche en amour et en succès avait-elle pu se terminer de manière aussi abrupte et violente? Nichée dans le quartier prestigieux de Brentwood, sur South Chadbourne Avenue, la résidence des Reiner incarnait tout ce que Los Angeles peut offrir de plus raffiné. Ce secteur, où se côtoient célébrités, entrepreneurs et figures influentes, respire le luxe discret et l'intimité préservée. Les rues bordées d'arbres majestueux, les portails imposants et les jardins impeccablement entretenus racontent une histoire d'opulence et de quiétude. Nick Reiner était devenu, presque instantanément, le nom sur toutes les lèvres. Les médias se sont emparés de l'histoire avec une voracité caractéristique, disséquant chaque aspect de sa vie avec une minutie impitoyable. Mais derrière les gros titres sensationnalistes se cachait une histoire humaine profondément tragique, celle d'un jeune homme qui avait lutté contre des forces qui le dépassaient. Né le 14 septembre 1993, Nick avait grandi dans un environnement privilégié, entouré d'amour et de ressources que peu peuvent imaginer. Mais comme tant d'autres avant lui, il avait découvert que ni la richesse ni la célébrité ne protègent pas contre les troubles mentaux et les addictions. À 15 ans seulement, Nick avait franchi pour la première fois les portes d'un centre de désintoxication. 15 ans, un âge où la plupart des adolescents jonglent entre devoirs scolaires et premières amours. Lui combattait déjà des dépendances qui menaçaient de dévorer son avenir. En 2016, le bilan était accablant. Plus d'une douzaine de séjours en cure de désintoxication. Plus d'une douzaine de tentatives pour se libérer des chaînes qui l'entraînaient vers le fond.
Chaque rechute était un coup de poignard pour Rob et Michelle, qui assistaient impuissants à la destruction progressive de leur fils. Dans des interviews accordées avant sa mort, Rob avait parlé avec une franchise désarmante de son sentiment d'impuissance. « Je n'ai jamais été en colère contre lui. Je ressentais surtout de la tristesse, et je ne savais pas comment l'aider. Souvent, les parents ne savent tout simplement pas quoi faire », avait-il confié, la voix chargée d'émotion. Cette phrase résonnait maintenant avec une ironie tragique. Rob, qui avait raconté tant d'histoires à travers ses films, qui avait exploré les complexités de l'âme humaine avec tant de finesse, se trouvait démuni face au drame qui se jouait sous son propre toit. Nick lui-même avait été étonnamment transparent sur ses luttes. Il avait raconté des nuits passées dans les rues du Maine, du New Jersey ou du Texas. Ce n'était pas amusant, avait-il dit simplement, résumant en quelques mots des années de souffrance indicibles. L'errance n'était pas un choix romantique ou une quête de liberté. C'était la conséquence directe de son refus de se conformer au programme de réhabilitation que ses parents préconisaient. Si je voulais faire les choses à ma manière et ne pas suivre les programmes qu'il suggérait, alors je devais être sans abri, avait-il expliqué, révélant la logique tordue qui guidait ses décisions à l'époque. Cette période sombre avait néanmoins donné naissance à quelque chose d'inattendu, une forme d'expression créative. Nick avait écrit le scénario de Being Charlie, un film semi-autobiographique réalisé par Rob et mettant en vedette Nick Robinson. Ce projet avait été une tentative de transformer la douleur en art, de donner un sens aux années perdues. Rob avait décrit le film comme portant le cœur et l'âme de son fils. Travailler ensemble sur ce projet avait créé un pont entre eux, une connexion qui avait parfois semblé impossible à établir. Il aimait beaucoup le baseball, moi j'aime le basketball, avait raconté Nick. Quand je l'ai vu diriger, je me suis dit « Waouh, il sait vraiment beaucoup de choses, ça m'a fait me sentir plus proche de lui ». Ces moments de grâce étaient précieux mais fragiles. Ils représentaient des lueurs d'espoir dans une obscurité persistante. Rob avait investi non seulement son temps et son énergie, mais aussi son cœur dans ce film, espérant qu'il marquerait un tournant dans la vie de Nick. Mais les addictions sont des adversaires redoutables. Elles ne disparaissent pas simplement parce qu'on le souhaite. Elles exigent une vigilance constante, un combat quotidien, et même alors, les rechutes sont fréquentes. Pour Rob et Michelle, soutenir Nick signifiait se jeter à la merci de personnes censées être des experts, comme Rob l'avait formulé. Ils avaient consulté les meilleurs thérapeutes, exploré toutes les approches possibles, mais certaines batailles restent désespérément hors de portée. Les années qui ont suivi la réalisation de Being Charlie restent obscures. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intimité de la famille Rayner? Quelles nouvelles crises ont éclaté? Quels espoirs ont été ravivés puis brisés? Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, quelque chose s'est rompu de manière irrémédiable. Les tensions accumulées, les déceptions répétées, la frustration de tous les côtés ont créé une situation explosive. Et ce 14 décembre 2025, cette bombe a finalement explosé. L'implication de Nick dans la mort de ses parents a stupéfié le monde entier. Comment un fils, même aux prises avec les pires démons, pouvait-il franchir une telle ligne? Qu'est-ce qui transforme l'amour familial en violence meurtrière? Les réponses se trouvent probablement dans l'intersection complexe entre maladie mentale, addiction et désespoir. Nick n'était pas un monstre né, c'était un jeune homme malade qui avait perdu la bataille contre ses propres ténèbres intérieures. Cela n'excuse rien, mais cela contextualise l'inimaginable. Pendant que les enquêteurs rassemblaient les preuves et que le système judiciaire se mettait en branle, une autre question pressante émergeait. Qu'adviendrait-il de la fortune colossale que Rob avait accumulée au fil de sa carrière? Dans quelle mesure les événements tragiques allaient-ils affecter la distribution de cet héritage? Au moment de sa mort, Rob Rayner laissait derrière lui bien plus que des films mémorables et une famille endeuillée. Il laissait également une fortune estimée à environ 200 millions de dollars, fruit de décennies de travail acharné et de succès retentissants. Cette somme vertigineuse n'était pas seulement le résultat de ses cachets de directeur et d'acteur. Elle venait aussi de ses participations dans Castle Rock Entertainment, la société de production qu'il avait cofondée et qui a généré certains des projets les plus emblématiques du cinéma américain moderne. À cela s'ajoutaient des propriétés immobilières réparties dans les quartiers les plus prisés de Los Angeles, Brentwood, Malibu et d'autres enclaves où chaque mètre carré vaut son pesant d'or. Chaque résidence témoignait non seulement d'un statut social élevé, mais aussi d'un goût raffiné pour l'architecture et le design. Pourtant, malgré la clarté entourant l'ampleur de sa richesse, un mystère épais plane sur sa destination finale.
En décembre 2025, aucun document public n'a révélé les détails du testament ou des trusts établis par Rob. Qui hérite? Qui administre? Quelles étaient les volontés précises du défunt? En Californie, comme dans la plupart des juridictions américaines, existe une doctrine appelée Slayer Rule, ou règle du meurtrier. Ce principe légal stipule qu'une personne ne peut bénéficier financièrement d'un crime qu'elle a commis. Autrement dit, si Nick est reconnu coupable du meurtre de ses parents, il serait automatiquement déshérité, quelle que soit la volonté testamentaire initiale. Cette règle vise à prévenir l'enrichissement criminel, mais elle soulève des questions complexes dans le contexte familial. Que se passe-t-il si Nick avait des enfants? Pourrait-il hériter de sa part? Ou l'ensemble de sa portion serait-il redistribué entre ses frères et sœurs? De plus, l'enquête criminelle en cours complique encore la gestion successorale. Les actifs pourraient être gelés pendant des mois, voire des années, le temps que les procédures judiciaires suivent leur cours. Les exécuteurs testamentaires, s'ils existent, se retrouvent dans une position délicate, devant naviguer entre obligations légales et sensibilité familiale. Pour Tracy, Jake et Romy, cette dimension financière ajoute une couche supplémentaire de douleur à un deuil insurmontable. Discuter d'argent et d'héritage alors qu'ils pleurent leurs parents et tentent de comprendre les actions de leurs frères semble obscène. Mais les réalités administratives et juridiques ne peuvent pas être indéfiniment ignorées. Des experts en droit successoral, interrogés par divers médias, ont souligné la complexité exceptionnelle de ce cas. Nous sommes face à une situation où le droit, l'éthique et la psychologie familiale s'entremêlent presque inextricablement. Il est également possible que Rob et Michelle, conscients des luttes de Nick, aient pris des dispositions anticipées. Peut-être avait-il établi des trusts spécifiques, des clauses conditionnelles, ou même retiré Nick de leur testament suite à ces difficultés persistantes. Sans accès aux documents, toute spéculation reste pure conjecture. Ce qui est certain, c'est que l'héritage Rayner, qu'il soit matériel ou symbolique, portera toujours la marque de cette tragédie. L'argent, les maisons, les parts dans Castle Rock, tout cela semble soudain dérisoire face à l'ampleur de la perte humaine. Néanmoins, pour les enfants survivants, cet héritage représente aussi la dernière connexion tangible avec leurs parents. Chaque objet, chaque propriété, chaque investissement porte l'empreinte de Rob et Michelle, de leurs choix, de leurs rêves, de leur vie commune. Alors que les avocats et les tribunaux s'affairent à démêler les aspects légaux, la famille Rayner doit aussi faire face à une autre dimension du deuil. Comment honorer la mémoire de deux êtres exceptionnels tout en intégrant la réalité insupportable de leur fin. Dans cette propriété de plus de 485 mètres carrés se cachait un monde que peu avaient eu le privilège de pénétrer. 6 chambres, 6 salles de bain, des plafonds ornés de moulures délicates, des porte-fenêtres françaises qui invitaient la lumière à danser dans chaque pièce. Les poutres apparentes conféraient à l'ensemble une élégance intemporelle, tandis que les rangements intégrés témoignaient d'un souci du détail poussé à l'extrême. La suite principale était un sanctuaire en soi. 2 dressings spacieux, un espace privé conçu pour offrir confort et sérénité. La cuisine, avec son îlot central, évoquait des soirées où famille et amis se retrouvaient autour de plats savoureux et de conversations animées. Une cave à vin spécialisée suggérait des moments d'exception, des bouteilles rares partagées lors de célébrations mémorables. Pourtant, au-delà de cette beauté manifeste, des rumeurs persistantes circulaient depuis des années. Les voisins, bien que discrets, évoquaient parfois entre eux des particularités architecturales inhabituelles. Des passages qui semblaient ne mener nulle part, des portes dissimulées derrière des bibliothèques, des espaces dont l'existence variait selon les visiteurs. Certains murmuraient que Rob, avec son esprit de conteur né, avait conçu sa demeure comme une extension de son imagination débordante, des salles secrètes pour des réunions confidentielles, des corridors cachés qui serpentaient sous les fondations, des pièces où créativité et mystère fusionnaient dans une intimité absolue. Lorsque la tragédie a frappé et que les autorités ont investi les lieux, ces murmures ont soudainement pris une dimension nouvelle. Les enquêteurs, habitués aux demeures somptueuses de Los Angeles, ont rapidement senti que quelque chose clochait. Des incohérences architecturales, des murs dont l'épaisseur suggérait des espaces vides, des plans officiels qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité physique de la maison. Les agents fédéraux, méthodiques et expérimentés, ont commencé à explorer chaque recoin avec une attention redoublée. Chaque fissure, chaque ombre portée, chaque anomalie était scrutée, mesurée, analysée.
Et progressivement, la demeure a commencé à révéler ses secrets. Des passages dérobés ont été découverts, certains menant à des pièces dont l'existence n'apparaissait sur aucun document officiel. Des espaces confinés, meublés avec soin, comme si quelqu'un avait prévu d'y passer du temps loin des regards. Les enquêteurs se sont regardés, interdits. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi Rob Reiner, homme respecté et admiré, aurait-il construit de tels espaces? Pour la famille, déjà accablée par le deuil, parcourir cette maison était devenu un exercice d'une cruauté insupportable. Chaque pièce évoquait des souvenirs heureux, Noël chaleureux, anniversaire joyeux, conversations nocturnes, mais désormais chaque coin portait aussi le poids de l'inconnu. Qu'avaient-ils vraiment su de la vie que Rob et Michelle menaient derrière ces portes? Les autorités fédérales ont intensifié leurs recherches, convaincues que la maison elle-même détenait des réponses cruciales. Des équipes spécialisées ont été déployées, des chiens renifleurs, des scanners à rayons X pour détecter des cavités invisibles à l'œil nu, des architectes pour comparer les plans originaux aux modifications apportées au fil des décennies. Ce qui émergeait lentement était un portrait bien plus complexe que celui connu du grand public. Rob Reiner, génie créatif, adoré, avait peut-être vécu une double existence. D'un côté, l'homme public, généreux, engagé, père aimant, de l'autre, un individu qui cultivait des secrets architecturaux aussi élaborés que ses scénarios. Mais pourquoi ? Cette question taraudait tous ceux qui aimaient les Reiner. Pourquoi un homme qui avait tout, succès, fortune, amour, aurait-il ressenti le besoin de construire de tels labyrinthes souterrains? Était-ce une excentricité d'artiste, une précaution paranoïaque ou quelque chose d'encore plus sombre? La réponse se trouvait peut-être dans les événements qui avaient conduit à cette nuit fatale, dans les tensions familiales que personne n'avait voulu voir, dans les drames personnels que se jouaient en coulisses, loin des caméras et des applaudissements. Et alors que les enquêteurs continuaient à fouiller, une certitude s'imposait. Cette maison n'était pas simplement un lieu de vie, c'était un coffre-fort rempli de vérités que la famille allait devoir affronter, qu'elle le veuille ou non. Rob et Michelle avaient bâti leur existence sur des fondations solides, l'amour inconditionnel, le respect mutuel et un engagement profond envers leurs enfants. Leur foyer résonnait des échos d'une famille recomposée avec grâce, où chaque enfant trouvait sa place, où les différences étaient célébrées et où les liens se tissaient au fil des années. Tracy, l'aînée, née en 1964, avait été adoptée durant le mariage de Rob avec Penny Marshall. Bien qu'elle ne soit pas sa fille biologique, Rob l'avait toujours considérée comme telle. Elle avait suivi les traces familiales en se lançant dans l'acting et la production, apportant sa propre voix créative à l'héritage Reiner. Pour elle, Rob n'était pas simplement un père adoptif, c'était le pilier qui l'avait soutenu dans chaque étape de sa vie. Jake, né en 1991, avait choisi une voie différente, mais tout aussi passionnante. Journaliste et podcasteur, il avait trouvé sa manière de raconter des histoires, perpétuant l'art familial sous une forme moderne. Ses émissions exploraient des sujets variés avec une profondeur qui témoignait de l'influence paternelle, même si son médium différait du grand écran. Romy, la Benjane à 28 ans, incarnait la parfaite fusion entre héritage et innovation. Actrice, écrivaine et artiste, elle portait en elle cette sensibilité artistique transmise de génération en génération. Ses créations reflétaient une âme libre, nourrie dans un environnement où l'expression personnelle était non seulement encouragée, mais vénérée. Et puis il y avait Nick. Né en 1993, Nick aurait dû être un des piliers joyeux de cette famille unie. Mais sous la surface lisse des photos de famille et des sourires publics, quelque chose s'était fracturé. Une fissure imperceptible au début qui, avec le temps, s'était transformée en gouffre. Les tensions familiales sont universelles, mais celles-ci portaient un poids particulier. Des années de lutte silencieuse, de moments de désespoir partagés à voix basse, de tentatives répétées pour trouver la lumière au bout du tunnel. Rob et Michelle avaient tout essayé, patience, compréhension, intervention professionnelle, mais certains combats dépassent l'amour parental, aussi profond soit-il. Selon des sources proches de la famille interrogées par People, la vérité était d'une cruauté déchirante. Rob et Michelle n'avaient pas été victimes d'un inconnu. Ils avaient été tués par quelqu'un qui partageait leur sang, leur nom, leur maison. L'idée même semblait inconcevable, une aberration qui défie toute logique humaine. Les autorités, initialement prudentes dans leurs déclarations publiques, ont rapidement concentré leur attention sur Nick. Les proches de la famille, bien que réticents à briser l'omerta, ont confirmé ce que beaucoup redoutaient. Le fils cadet était au centre de cette tragédie indisible.
Comment en était-on arrivé là? Comment un enfant élevé dans l'amour et l'abondance avait-il pu commettre l'irréparable? Les réponses se trouvaient dans un passé tourmenté, dans des batailles contre des démons intérieurs qui avaient consumé Nick malgré tous les efforts déployés pour le sauver. Le parcours de Nick était jonché de signaux d'alarme que la famille avait tenté désespérément d'éteindre. Des addictions précoces, des comportements erratiques, des périodes d'errance où il disparaissait des radars familiaux pendant des semaines, voire des mois. Rob et Michelle n'avaient jamais abandonné, mais leur amour, aussi puissant soit-il, n'avait pas suffi à colmater les brèches. Cette nuit fatale, tout avait explosé. Les détails exacts demeurent flous, protégés par le secret de l'enquête, mais ce qui est certain, c'est que la violence qui s'est déchaînée dans cette maison a anéanti en quelques instants des décennies de construction familiale. Romy, qui avait découvert les corps, portait désormais un traumatisme qu'aucune thérapie ne pourrait jamais complètement effacer. L'image de ses parents sans vie, dans la maison qui avait été leur refuge, resterait gravée jamais dans son esprit. Tracy et Jake, bien que physiquement absents cette nuit-là, étaient tout aussi dévastés, incapables de réconcilier le frère qu'ils connaissaient avec l'acte qu'il aurait commis. La famille Reiner, autrefois symbole de réussite et d'harmonie, se retrouvait fragmentée de la manière la plus brutale qui soit. Chaque membre devait désormais naviguer dans un océan de culpabilité, de colère, de confusion et de chagrin. Les « et si » torturaient leur nuit. Et si nous avions fait différemment? Et si nous avions vu les signes plus tôt? Et si, et si, et si? Mais les tragédies de cette ampleur ne se réduisent jamais à une seule cause, une seule erreur. Elles sont le résultat d'une constellation de facteurs, biologiques, psychologiques, environnementaux, qui convergent dans un moment catastrophique. Pour comprendre pleinement ce qui s'était produit, il fallait plonger dans le passé de Nick, explorer les années de tourments qui avaient mené à cette nuit maudite. C'est là que résidaient les réponses, aussi douloureuses soient-elles. L'enquête du FBI et de la police de Los Angeles se poursuit. Les analyses médico-légales, les reconstitutions, les expertises psychiatriques, tout ce processus prendra des mois, voire des années avant de déboucher sur un procès ou une résolution légale. Mais pour ceux qui aimaient Rob et Michelle, aucune conclusion judiciaire ne comblera jamais le vide laissé par leur absence. Les anniversaires seront à jamais teintés de tristesse. Les fêtes de fin d'année porteront toujours l'ombre de décembre 2025. Les succès futurs de la famille seront célébrés avec la conscience douloureuse que deux personnes essentielles manquent à l'appel. Et pourtant, la vie continue. Elle doit continuer. Rob et Michelle auraient voulu que leurs enfants survivants trouvent la force de poursuivre, de créer, d'aimer, de vivre pleinement malgré la tragédie. C'est peut-être là le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre, transformer la douleur en résilience, l'horreur en force, le désespoir en détermination à honorer leur mémoire en vivant des vies qui ont du sens. L'histoire de Rob et Michelle Reiner restera gravée comme l'un des drames les plus poignants qu'Hollywood ait jamais connus. Une histoire qui nous rappelle que derrière les façades brillantes, derrière les sourires des tapis rouges, se cachent parfois des batailles invisibles d'une intensité dévastatrice. Leur mort soulève des questions qui nous concernent tous. Comment mieux soutenir ceux qui luttent contre la maladie mentale et l'addiction? Comment créer des systèmes qui ne laissent personne derrière? Comment, en tant que société, nous pouvons nous faire mieux pour prévenir de telles tragédies? Pour les admirateurs de Rob Reiner, l'hommage le plus sincère sera peut-être de revisiter ces films avec un regard nouveau, d'y chercher les vérités universelles qu'il s'est toujours efforcé de partager. Chaque scène, chaque dialogue porte désormais le poids supplémentaire de savoir ce qu'il a vécu et enduré. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment une famille peut-elle se reconstruire après un tel cataclysme? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce drame pour nos propres vies? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde, likez, partagez et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies sur les vies extraordinaires et parfois tragiques des personnalités qui façonnent notre culture. Parce qu'au-delà du spectacle et du glamour se cachent parfois des histoires humaines qui méritent d'être racontées avec respect, émotion et honnêteté. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt.